Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette troisième édition des Midi Export. Donc, après la Californie, le Japon, aujourd'hui, on se dirige vers l'État de la Géorgie, aux États-Unis. Donc, ce webinaire est organisé par Développement économique Saint-Laurent. Nous sommes un organisme qui aidons les entreprises dans leur développement grâce à différents volets, notamment l'innovation et l'exportation plus spécifiquement. Ce webinaire est notamment organisé par la branche exportation de Développement économique Saint-Laurent. Nous nous appelons Export Montréal-Ouest. Notre équipe est composée de Charles Gauthier, qui est à l'initiative de ce projet et qui est commissaire au développement économique et exportation. Nous avons aussi Lydia Capelli, commissaire au développement économique et exportation, ainsi que moi-même, Floriane Mas, chargée de projet à l'exportation. Donc, je vais juste vous présenter le déroulement du webinaire. Nous allons commencer par une présentation de 30 minutes par nos conférenciers de marque, suivi d'une période de questions de 15 minutes à la fin de la présentation. Pour la période de questions, je vous remercierai de poser vos questions à l'écrit dans l'onglet chat qui est à votre disposition et je serai en charge de les lire par la suite. Aussi, sachez que vous allez recevoir dans quelques jours un courriel avec la présentation PDF du webinaire ainsi que le lien vers notre chaîne YouTube pour revoir ce webinaire. J'ai l'honneur de vous présenter nos conférenciers d'aujourd'hui. Nous avons tout d'abord Éric Marquis, sous-ministre adjoint aux relations bilatérales, ministère des Relations internationales et de la francophonie, Johan Turketil, attaché commercial, délégation du Québec à Atlanta, Virginia Runhill, attachée commerciale, délégation du Québec à Atlanta, et aussi Charlene Canter, attachée commerciale, délégation du Québec à Atlanta. Mesdames et messieurs, je vous laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Très heureux de me joindre à vous aujourd'hui pour ce webinaire d'information sur le marché du Sud-Est américain, précisément la Géorgie. Je remercie Développement économique Saint-Laurent qui a organisé le webinaire et aussi l'ensemble des gens d'affaires qui prennent le temps d'y participer. Pour avoir travaillé avec vous antérieurement dans le Midwest américain, je peux témoigner de la qualité de votre engagement envers les entrepreneurs et les créateurs d'emplois de votre région. Je souligne la présence de mes collègues de la délégation du Québec à Atlanta, qui vont vous présenter leur secteur d'activité, les occasions d'affaires propres au marché du Sud-Est, et surtout la présence de M. Adib, qui nous donnera la perspective d'une entreprise sur comment faire des affaires dans le Sud-Est américain et en Géorgie en particulier. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous faire un bref survol de ce marché à fort potentiel pour le Québec. La délégation du Québec à Atlanta a été créée en 1978. Elle dessert un territoire de 7 États dans le Sud-Est américain, soit la Géorgie, mais aussi l'Alabama, la Floride, le Tennessee, le Mississippi, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Prochaine diapo. Donc, c'est un territoire qui a connu une transformation spectaculaire depuis une génération. Longtemps, le Sud a été une région en marge de l'essor économique et social du reste des États-Unis. C'est une région qui était plus pauvre, moins industrialisée, sous le joug d'un système de ségrégation raciale, avec une population moins éduquée, mais fanatique de football collégial. Bien des Québécois et Canadiens s'imaginent que cette réalité n'a pas beaucoup changé, alors que dans les faits, le Sud s'est fortement transformé depuis quelques décennies, sauf peut-être pour la partie à propos du football collégial. Donc, au cours des 30-40 dernières années, le Sud des États-Unis a connu des transformations économiques, sociales majeures. C'est rendu une des régions les plus dynamiques au pays. Le Sud s'est largement urbanisé avec l'émergence de pôles économiques comme Atlanta, Miami, Orlando, Charlotte, Raleigh, Nashville, Huntsville, Memphis, Charleston, pour en nommer que ceux-ci, sans oublier des ports comme Savannah et Mobile. Cette région compte désormais plus de 60 millions d'habitants. De plus, elle a bénéficié depuis 3 décennies d'une migration de l'économie manufacturière américaine du Midwest vers le Sud-Est. L'essor économique du Sud-Est est intéressant pour le Québec en raison de notre proximité relative. Tous les États du Sud-Est sont soit dans notre fuseau horaire, soit avec une heure de différence, et nos réseaux de transport, que ce soit routiers, ferroviaires et aéroportuaires, sont forts et très bien connectés. D'autre part, évidemment, le libre-échange avec les États-Unis, c'est une priorité stratégique pour le Québec. Et là-dedans, le Sud-Est s'est avéré un allié important pour plusieurs dossiers commerciaux récemment, par exemple, la renégociation de l'ALENA, la CEUM, et évidemment la levée des tarifs américains sur l'aluminium. L'appui au libre-échange est un peu une continuité historique entre le Sud ancien et le Sud moderne. Prochaine diapo. Donc, l'importance du marché du Sud-Est pour le Québec ne se dément pas, même dans le contexte actuel. Oui, plusieurs États américains
à commencer par la Georgie, ont été sévèrement affectés par la pandémie. Et l'impact de la pandémie se fait particulièrement ressentir dans certains secteurs forts de nos relations, comme l'aéronautique. La Georgie et l'administration du gouverneur Brian Kemp ont fait le pari d'une réouverture rapide de l'économie, ce qui a toutefois eu pour conséquence de placer la Georgie dans l'œil du cyclone lorsque la COVID a frappé sévèrement la Floride, le Texas et la Géorgie cet été. Cependant, je porte à croire que la relance de l'économie québécoise va passer par une croissance des exportations. Et tout laisse croire que le Sud-Est américain sera un des fers de lance de cette reprise post-COVID aux États-Unis, d'où la nécessité d'y intensifier nos liens politiques et économiques. Prochaine diapo. Donc, parlant de liens politiques, le Québec est avec la Géorgie un membre fondateur de l'Alliance des États du Sud-Est et des provinces canadiennes, une organisation qui s'appelle SEUS-CP, SEUS traduction CP, qui regroupe 11 États fédérés dont la priorité est le rapprochement économique entre nos régions. Chaque réunion du SEUS-CP comprend d'ailleurs un programme de rencontres d'affaires à l'intention des entreprises. Et plusieurs entreprises québécoises qui y ont participé par le passé ont pu en retirer des partenariats et des contrats. Je vous encourage fortement à vous intéresser à ce volet qui est organisé par Export Québec ou Investissement Québec International Exportation. Prochaine diapositive. Parlant d'économie, le marché du Sud-Est est devenu un marché prioritaire pour le Québec aux États-Unis. Pas moins de 15 de nos exportations aux États-Unis sont destinées au Sud-Est, ce qui en fait notre troisième marché en importance après le Mid-Atlantic, donc États de New York, Pennsylvanie, New Jersey, et le Midwest. En 2019, nos exportations au Sud-Est ont cru de 14 et ont pour la première fois franchi le cap des 10 milliards. Les principaux marchés en ordre d'importance sont la Georgie, le Tennessee, la Floride, la Caroline du Nord et l'Alabama. On y vend notamment des avions, des moteurs d'avion, de l'aluminium, du bois d'œuvre, des médicaments et le secteur du meuble est également très fort. Prochaine diapo. Donc, la courbe de croissance de nos exportations en provenance du Sud-Est s'est aussi prononcée. C'est maintenant 5,34 milliards, une hausse de 10 particulièrement parmi les produits, on peut souligner les véhicules automobiles, les moteurs d'avion, les pneumatiques. Donc, quand on voit une hausse simultanée des exportations et des importations, ça montre qu'il y a un potentiel à avoir des chaînes de valeur et il y en a qui s'établissent entre le Québec et le Sud-Est depuis plus d'une décennie. De plus en plus, nous construisons ensemble et nous innovons ensemble. Prochaine diapo. Donc, c'est un marché qui interpelle plusieurs secteurs clés de notre économie, que ce soit l'aérospatiale, oui, mais aussi le transport terrestre, les sciences de la vie, la construction, l'agroalimentaire, les biens de consommation et les technologies de l'information, pour ne nommer que ceux-ci. Prochaine diapo. Au-delà des chiffres, retenez une chose. Parmi tous nos marchés américains, c'est au Sud-Est que nos exportations connaissent la plus forte croissance. Et elles croissent non seulement parce qu'elles partent d'une base c'est pas parce qu'elles partent d'une base qui est basse, c'est vraiment, les chiffres sont élevés et ils continuent de croître quand même. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire, c'est que c'est plus qu'un marché prioritaire, ce que c'est déjà, c'est aussi un marché d'avenir dans lequel nos PME et grands exportateurs doivent investir s'ils veulent bien se positionner stratégiquement sur l'échiquier économique nord-américain, notamment en raison du déplacement de la chaîne manufacturière vers le sud-est des États-Unis. Donc, pour ces raisons, le mandat et l'offre de service de la délégation du Québec à Atlanta est prioritairement économique. Notre équipe d'attachés commerciaux qui sont ici présents travaille sans relâche pour vous offrir un accompagnement conseil qui répond à vos besoins. Cet accompagnement peut prendre plusieurs formes. Aider les exportateurs à reconnaître les bons moyens de distribution, fournir aux exportateurs des renseignements stratégiques sur le marché, identifier des acheteurs potentiels dans la région pour des produits et services du Québec. Prochaine diapo. Aider les entreprises à trouver des partenaires pour des co-entreprises, des alliances stratégiques, des collaborations scientifiques et des transferts de technologie. Identifier des occasions d'affaires et organiser des missions commerciales sur le territoire et promouvoir le Québec comme un lieu d'affaires auprès d'investisseurs potentiels. Je ne saurais trop insister sur l'importance du soutien que peut vous apporter notre équipe de conseillers. Ils possèdent une expertise unique du marché dans votre secteur, y compris l'environnement légal et réglementaire spécifique à chaque État. Parce qu'on sait, les États-Unis, c'est 50 États, 50 systèmes. Ils ont un réseau de partenaires terrain très développé, ce qui est essentiel pour favoriser votre atterrissage dans le marché
Ils connaissent bien l'offre des entreprises québécoises dans les secteurs sur leur responsabilité et ils maîtrisent bien l'environnement concurrentiel dans lequel ces entreprises évoluent, ce qui va vous aider, par exemple, à voir, situer c'est quoi la compétition pour vos produits et services. Et ça va vous permettre, ça va faciliter le développement d'une stratégie qui est adoptée à votre entreprise et à vos objectifs. Donc, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 40 ans sur le terrain. Et donc, le réseau du Québec à l'international, je vous invite à établir des liens avec eux si vous ne le faites pas déjà, parce que c'est vraiment pour vous, c'est un actif stratégique de premier plan pour les entreprises. Puis ça va l'être encore plus dans un contexte de pandémie et de relance, donc où la présence terrain est encore plus importante, dans un environnement économique incertain. Il faut connaître les règles du jeu du terrain pour pouvoir se distinguer. Alors, n'hésitez pas à vous en servir. Merci beaucoup. Merci Eric. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Johan Turcotti, attaché commercial à la délégation du Québec à Atlanta. Je suis là à Atlanta, à la délégation depuis 2007 et à Atlanta depuis 2000. Donc ça fait 20 ans. Donc d'où cet accent sudiste américain bien évident. Donc mes secteurs principaux, c'est d'abord l'aéronautique. C'est une région en fait qui bénéficie de la présence de nombreux acteurs, dont Boeing à Charleston, qui s'est vu renforcé récemment par l'entreprise qui a consolidé l'assemblage du Dreamliner, par la présence de Airbus à Mobile, par la présence d'acteurs en fait majeurs de l'aéronautique d'affaires, Gulfstream, Piper, HondaJet, base militaire avec beaucoup de maintenance and repair. Donc l'aéronautique est un secteur important dans la région. Je m'occupe également du transport terrestre, y compris des véhicules électriques et autonomes. Divertissement digital et jeux vidéo, ça c'est un secteur en fait qui est émergent depuis, on va dire, 15-20 ans à Atlanta. Il y a énormément de tournages qui se font à Atlanta et donc tous les services en fait qui peuvent être associés à ce domaine sont porteurs. Les jeux vidéo, il y a vraiment une grappe qui s'est créée, qui s'est constituée, que ce soit en Caroline du Nord, autour d'Atlanta et dans le sud de la Floride. Et quand je parle de divertissement digital, ça inclut aussi l'offre au musée, par exemple, tout ce qui est expérience immersive, donc offre au musée en termes d'installation architecturale, en termes d'installation interactive, ce genre de choses. Je couvre plus généralement tous les secteurs industriels, en fait, dont le manufacturier innovant. Et ça couvre, bien entendu, l'industrie 4.0, la robotisation, l'intelligence artificielle. Mais c'est des secteurs sur lesquels ma collègue Charline est aussi appelée à intervenir. Elle présentera un petit peu plus tard. Et puis l'énergie, c'est principalement lié à l'exploration gazière et pétrolière dans le golfe du Mexique. Également, les énergies renouvelables quand même dans le sud-est, la Caroline du Nord est un État émergent aussi en termes d'application de l'éolien, puis l'ouverture en fait à l'utilisation de technologies plus vertes généralement. Eric en a parlé un petit peu, mais je voulais peut-être donner quelques exemples très rapides d'activités qu'on a pu mener ces derniers, on va dire 6 à 12 mois dans la région, et puis un petit peu ce qu'on a essayé de développer suite au Covid. En termes d'activités, pour vous donner une idée concrète des activités qu'on peut monter. Il y a des accompagnements individuels qui ont été effectués plus tôt cette année, donc encore en présentiel à ce moment-là, dans les énergies renouvelables et la mobilité urbaine, auprès par exemple de gros acteurs du transport public à Atlanta et d'utilité électrique à Atlanta. Organisation d'une mission aérospatiale et énergie en Alabama fin 2019 qui a abouti à des accords en début d'année. La mise en place de visites industrielles, par exemple, pendant Aluminium USA, avec 11 entreprises québécoises qui ont pu visiter une aluminerie locale. Et puis des rencontres d'acheteurs sur place auprès d'acteurs de l'aéronautique, notamment en Caroline du Nord. Donc ça, c'était, j'allais dire, en présentiel avant la Covid. Depuis la Covid, il y a eu un travail important qui a été effectué d'intelligence de marché, c'est-à-dire d'identification des secteurs qui sont encore porteurs sur les secteurs prioritaires pour le Québec, avec le MRIF et IQI, bien entendu.
les prestations individuelles n'ont pas cessé du jour au lendemain. Le marché américain, et notamment du Sud-Est, est prioritaire est naturel et prioritaire pour les entreprises québécoises. Donc, énormément de prestations individuelles, donc divertissement digital, les services d'ingénierie, les logiciels de sécurité au travail, enfin, nombreuses applications. Les missions collectives ou de groupe sur des événements virtuels dans mes secteurs continuent. Récemment, il y a eu AUVSI, qui est en fait le salon des drones. Donc là, ça a donné lieu à la constitution d'un pavillon québécois et de la présence d'une dizaine d'entreprises québécoises. Donc on a pu faire des maillages en fait virtuels avec des acteurs du secteur ou des associations, par exemple, dans tout ce qui est sécurité publique et utilisation des drones. Et puis la constitution, la montée, en fait, la mise en place plutôt de webinaires sur des créneaux innovants et puis vraiment nouveaux pour des secteurs qui sont quand même importants pour le Québec. Exemple, le e-sports, en fait, qui va se faire la semaine prochaine sur le secteur des jeux vidéo, par exemple, et des expériences immersives. C'est un créneau assez nouveau qui se développe très vite, notamment dû à la Covid. Mais le e-sport, c'est le sport vidéo professionnel et donc porteur potentiellement pour les entreprises québécoises. Et puis l'approche de grands comptes comme le port de Savannah, par exemple, ou l'aéroport d'Atlanta, qui achètent des produits très variés. Et donc, une demande en fait qui peut s'appliquer à beaucoup d'entreprises québécoises. Voilà, brièvement sur mes secteurs, puis je vais laisser la parole maintenant à ma chère collègue Virginia. Bonjour, je m'appelle Virginia Randhill, je suis américaine, native d'Atlanta depuis toute ma vie. Moi, je suis attachée commerciale depuis 22 ans à la délégation du Québec à Atlanta. Et mes principaux secteurs qui étaient toujours ces secteurs sont la construction et les matériaux de construction, les biens de consommation et agroalimentaire. Alors donc, en ce qui concerne la construction, il y a les matériaux, les produits et aussi pour les éléments d'architecture, les articles de bricolage pour les grandes surfaces bricolage comme Home Depot et Lowe's, les armoires de cuisine, accessoires de cuisine et de salle de bain, des luminaires, du design, des éléments architecture tant pour résidence que pour hôtels, restaurants, immeubles, infrastructures. Concernant les biens de consommation, je travaille beaucoup avec la mode, les meubles, les articles cadeaux, les produits de beauté, etc. Il y a, pour l'agroalimentaire, il y a les produits biologiques, les produits gourmets, les produits de spécialité, les boissons alcooliques ou non alcooliques, les fruits et légumes, les fruits de mer, etc. Alors, je vais vous donner quelques exemples des programmes que nous avons faits dans le passé. L'année dernière, on a le grand Mart, America's Mart, qui est à la fois pour les cadeaux et aussi pour la mode. Il y a 2 immeubles où il y a les agents manufacturiers qui représentent les collections québécoises auprès des détaillants. Alors, l'année dernière, à peu près au même moment que maintenant, on a créé une vignette de Montréal Collections, Montréal Style, à l'entrée du Salon de la mode d'Atlanta. Alors, avec la promotion des 60 collections du Québec de mode pour les femmes, mode et accessoires pour les femmes, qui sont représentées par les agents ayant un showroom. Alors, donc, ce que nous avons fait, on a créé un passeport Montréal avec mention de toutes ces collections dans tous ces showrooms. Et puis, on a distribué ces passeports aux visiteurs détaillants qui sont entrés au salon. Alors, on a proposé qu'ils visitent et achètent des produits québécois dans les showrooms. Et quand ils sont revenus, ils me redonnaient les passeports. Et puis, chaque fois qu'ils avaient fait un achat, on a créé un autre ticket
Alors, à la fin du salon, on a fait un tirage à sort et l'acheteur qui a gagné un billet d'avion à Montréal ainsi que 3 nuits dans un hôtel de luxe. Mais ce qui est bien, c'est que ça nous a permis de bien connaître les détaillants qui achètent le plus de produits du Québec. Et on a fait beaucoup de promotions. On a eu 10 mannequins dans la vignette qui étaient avec les vêtements québécoises. Et on a fait une vidéo de chacune des 60 collections de la nouvelle saison. Et puis, on avait fait des bannières. J'étais présente pendant 3 jours pour parler avec les détaillants et expliquer les compagnies où ils sont. Et puis, c'était très intéressant. C'était une bonne façon de faire connaître les produits québécois aux détaillants mode. Alors, ensuite, à peu près au même temps, l'année dernière, on avait un pavillon Québec au salon America's Food and Beverage Show à Miami Beach. Alors, c'était un pavillon du Québec en collaboration avec le groupe Export Agroalimentaire. Alors, on avait 9 exposants québécois et 4 visiteurs du Québec. Et puis, on a eu un cocktail sur le pavillon pour les visiteurs VIP et les acheteurs présents au salon. Moi, j'ai lancé 300 invitations aux acheteurs potentiels et j'ai fait le suivi pour les accompagner pour les rendez-vous B2B avec nos exposants sur leur stand. Et puis, on a aussi fait une visite de 4 supermarchés dans un autobus avec tous nos exposants et visiteurs québécois pour qu'ils voient les tendances dans le sud de la Floride. Et puis maintenant, nous sommes en train de faire un programme virtuel pendant la pandémie, encore dans le domaine de l'agroalimentaire. On organise en collaboration avec le MAPAC un programme virtuel de rendez-vous individuels avec les producteurs québécois et les acheteurs du Sud-Est. Alors, et puis, on organise avec le MAPAC des rendez-vous et on a déjà bien choisi les compagnies correspondant aux besoins. Et donc, on est au milieu de ça maintenant. C'est très intéressant. C'est quelque chose qui nous permet de mieux connaître nos entreprises et de vraiment comprendre le marché parce que j'assiste au rendez-vous et je vois comment ça fonctionne. C'est toujours intéressant. Alors, donc, ça, c'est un exemple de ce que je fais. Et on essaie de trouver de plus en plus d'opportunités virtuelles pour nos exposants, pour nos compagnies québécoises. Alors, c'est tout. Oui, merci Virginia. Bonjour à tous. Je suis Sharon Kemper, attachée économique à la délégation du Québec à Atlanta depuis avril 2018. Moi, je couvre les secteurs plutôt technologiques, donc les technologies de l'information, notamment la FinTech. C'est assez méconnu, mais Atlanta est vraiment un centre important aux États-Unis pour les technologies financières et en particulier pour les paiements. Elle est d'ailleurs surnommée Transaction Alley puisque plus de 70% des transactions par carte de crédit et débit sont traitées par une entreprise basée en Géorgie. Un autre secteur dans les technologies de l'information est celui de la cybersécurité, avec plus de 250 entreprises dans ce secteur en Géorgie et le siège de l'US Army Cyber Command, qui est l'organe chargé de la sécurité de l'information pour le département de la Défense, qui est basé en Géorgie aussi. Un autre secteur que je couvre est celui des sciences de la vie. Donc, ça va être principalement les entreprises en technologie de la santé, technologie médicale, et également l'environnement, donc les technologies propres, l'eau, les matières résiduelles et de plus en plus les villes intelligentes. Atlanta est numéro 3 au niveau national pour l'adoption de nouvelles technologies en Smart City et objets connectés. Et la ville d'Orlando, Floride, est également pionnière dans ce secteur.
Donc, comme mes collègues, je vais donner quelques exemples de projets récents qu'on a développés dans ces secteurs-là et depuis la pandémie. D'abord, je vais mentionner un accueil d'acheteurs qui a été fait en avril 2019 en collaboration avec Export Québec, maintenant Investissement Québec International, qui a été fait dans le cadre du World Summit AI avec un focus sur l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Donc, dans ce cadre-là, j'avais recruté et accompagné 4 acheteurs et influenceurs du Sud-Est, qui était la délégation la plus importante des délégations du Québec à l'étranger, ce qui montre aussi l'intérêt du Sud-Est pour ce secteur-là. Donc, faisait partie de la mission le Chief Technology Officer d'un des plus grands centres hospitaliers de la Floride, Advent Health, le directeur du centre de bioinformatique d'un centre universitaire hospitalier en Caroline du Sud, le président d'une association en santé digitale en Caroline du Nord et la directrice adjointe à l'innovation de Navicent Health, qui est le deuxième plus important centre hospitalier en Géorgie. Donc, l'accueil d'acheteurs, c'est une des types d'accompagnement qu'on peut faire et il y a de nombreux suivis qui ont découlé de cet accueil-là. Donc, je vais en mentionner quelques-uns. Un notamment, ça a été le développement d'un partenariat avec le centre que j'ai mentionné en Caroline du Nord, qui s'appelle le Digital Health Institute for Transformation. Donc, en novembre dernier, on a organisé une mission avec une dizaine d'entreprises québécoises en Caroline du Nord et à Atlanta, où les entreprises québécoises ont notamment pu faire des pitchs devant des partenaires et des acheteurs potentiels. Depuis la pandémie, avec ce même institut, on organise une série de webinaires sur l'adoption des technologies médicales, avec un format qui est une entreprise québécoise qui présente sa solution et une discussion avec 2 experts québécois et américains. Donc, les sujets, on a commencé ça il y a 2 semaines, donc avec un premier webinaire sur la santé mentale. Là, vendredi, on en fait un sur vieillir à domicile. Il va y avoir également un autre webinaire sur la pédiatrie et un autre sur la médecine de précision. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on fait pour promouvoir l'expertise québécoise et également nos entreprises. Un autre exemple de mission de groupe qu'on fait, celui-là, ça a été fait en collaboration avec le consulat du Canada à Miami, le Canada Florida Smart City Roadshow, où on amène des entreprises québécoises et canadiennes à Miami, à Tampa et à Orlando en Floride pour présenter leurs technologies à des municipalités, des counties, etc. Donc ça a été la 2e édition, a eu lieu en février dernier et on fait un suivi à la fin du mois, la semaine prochaine d'ailleurs le 29 octobre, avec un événement virtuel Smart City, ville intelligente avec la ville d'Orlando. Donc là, les entreprises, en fait, la ville d'Orlando va venir présenter sa stratégie Smart City aux entreprises canadiennes et leur expliquer les opportunités d'affaires, comment les entreprises canadiennes, québécoises peuvent travailler avec la ville sur les différents piliers de leur stratégie ville intelligente. Donc ça va avoir lieu la semaine prochaine, le 29 octobre. Comme Johan le mentionnait, on continue les accompagnements individuels, les programmes de rencontres d'affaires sur le territoire et les délégations virtuelles. Donc, il y a 2 semaines, par exemple, j'étais sur une conférence en FinTech qui s'appelle FinTech South, qui normalement a lieu à Atlanta. Donc là, on a fait ça de façon virtuelle avec un pavillon canadien, avec la participation de 5 entreprises québécoises et également le maillage avec des potentiels partenaires et clients sur le territoire. Johan l'a mentionné aussi, l'identification d'opportunités d'affaires, c'est quelque chose de très important pour nous dans notre mission. Là, je vais citer un exemple. En juillet dernier, Navicent Health, que j'avais mentionné, qui était venu à Montréal dans le cadre de l'accueil d'acheteurs en avril 2019, a lancé en juillet dernier le Georgia Healthcare Innovation Challenge. En fait, ils ont lancé un programme. Ils ont identifié 2 défis principaux au sein de leur centre hospitalier pour lequel ils cherchent des solutions. Ils cherchent à rentrer en contact avec des entreprises qui pourraient avoir des solutions pour ces défis-là. Donc, j'ai fait passer le mot et on a 2 entreprises québécoises qui ont déposé un projet pour un défi sur l'asthme pédiatrique et ces 2 entreprises québécoises ont été sélectionnées comme finalistes.
Les pitchs vont être la semaine prochaine, le 29 octobre également, où elles vont pouvoir pitcher leurs solutions devant les représentants de Navison Health. Donc, c'est un exemple d'opportunité d'affaires. Intelligence de marché, on continue également à identifier les grands comptes, opportunités d'affaires, ce qui se passe sur le territoire et les prestations individuelles, évidemment. Merci à tous. Donc, voici vos coordonnées à tous. Donc, si jamais des personnes ont besoin de vous contacter, vous pouvez passer par ces coordonnées-là. Comme je l'ai mentionné, la présentation va vous être envoyée, donc vous pourrez très facilement les retrouver. Maintenant, on va écouter le témoignage d'une entreprise qui a réussi à faire des affaires en Géorgie. Donc, c'est l'entreprise AirVector qui est représentée aujourd'hui par Alexandre Hadid, directeur général. Donc, Alexandre, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci au DSTL pour l'opportunité de partager mon expérience sur cette plateforme. Merci à la délégation du Québec à Atlanta et tous les panélistes présents ici à notre webinaire. Donc, en fait, si on peut passer à la prochaine diapositive, je vais vous parler un peu de AirVector. Très rapidement, sommairement, on est des fabricants de grilles et de diffuseurs. En fait, on est le visage du système de ventilation. Souvent, quand vous vous promenez dans les édifices et vous recevez de l'air pour rafraîchir la pièce, vous vous demandez d'où ça vient. Bien, tout le système est caché, mais il y a une partie qui est visible, c'est la nôtre. C'est les grilles et les diffuseurs qui défléchissent l'air à l'intérieur des espaces vivables. Donc, notre marché principalement est au niveau commercial et multirésidentiel. On fait des produits pas mal standards, mais dans le résidentiel, on tombe un peu dans le haut de gamme, étant donné que la gamme commerciale est toujours un peu plus élevée que le résidentiel. Ça se mélange parfois, mais on se retrouve dans le haut de gamme résidentiel et dans le commercial. Le commercial, on parle tour à bureau, on parle restaurant, on parle par exemple des shopping centers, des centres commerciaux. Et dans le multirésidentiel, quand je dis multirésidentiel, je parle surtout des tours à condos qui de plus en plus deviennent des produits vendus avec des éléments de luxe de plus haut de gamme, comme justement nos produits se retrouvent là-dedans. Donc, voilà pour AirVector. En fait, parlons un peu de l'historique. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on s'est incorporé en 1996 et puis nos premières ventes étaient aux États-Unis, justement dans le sud-est des États-Unis. On avait un client et puis le taux de change était excellent. On faisait un très beau profit avec ce client-là. Et puis, éventuellement, avec le temps, les choses se sont un peu gâtées. Comme on peut voir, le taux de change, il a basculé complètement et nos ventes ont tourné vers le Canada. Nos regards se sont tournés vers le Canada, marché beaucoup plus proche de nous, évidemment. Toronto étant un des pôles qu'on a cherché à attirer vers notre produit. Montréal, ça a été long, mais avec le temps, on a réussi à se tailler une très belle place dans notre localité. Mais définitivement, le taux de change a joué pour beaucoup dans ce mouvement de nos ventes. Comme on peut voir, la ligne mauve montre la dégringolade assez surprenante du taux de change entre 2003 et 2008. Éventuellement, on était prêt en 2009 à déployer une stratégie d'implantation d'une usine. En fait, ce n'est pas une usine complète qu'on voulait implanter, c'est une usine de sous-assemblage. On a réussi dans notre équipe à designer notre produit d'une façon spéciale qui n'est pas faite par nos compétiteurs et qui nous permet d'avoir un avantage concurrentiel de pouvoir assembler sur un site à partir de composantes prépeinturées. Donc, la ligne orange, comme vous pouvez la voir dans le graphique, montre la période pendant laquelle on s'est essayé une implantation à Atlanta. Donc, je vous décris un peu l'expérience dans les prochaines diapositives.
Donc, première question, pourquoi s'est-on implanté ailleurs? Bon, ben, première des choses, notre produit, c'est un produit, ben, comme j'imagine, beaucoup de produits veulent être livrés rapidement. Étant sur place, on arrive à donner un excellent délai de livraison. Donc, ça, c'était un des gros points qu'on voulait offrir à nos clients potentiels dans la zone. On avait aussi une grosse réduction des coûts de transport. Pourquoi? Parce que si on y pense bien, un produit de ventilation, c'est comme un gros morceau d'air, hein? Parce que pour défléchir l'air, on prend beaucoup de place pour le produit et le produit ne coûte pas très cher généralement. Donc, les coûts de transport sont très élevés par rapport au produit. Une autre des raisons pourquoi on a voulu s'implanter à Atlanta, ou plutôt s'implanter ailleurs, c'était surtout aux États-Unis, c'était établir une réputation de fabrication américaine. Comme on sait, le marché des États-Unis est énorme. Et puis, on voulait s'implanter là pour pouvoir dire qu'on fait de l'assemblage aux États-Unis. Le made in, c'est une chose, mais le assembled in aussi est très fort. Donc, nous, on s'enlignait pour une stratégie pour du assembled in USA. Et finalement, pouvoir profiter de notre avantage concurrentiel dans le design de notre produit qui nous permettait justement, comme je vous disais tout à l'heure, assemblage par composante plutôt que de fabrication à partir de zéro pour notre produit. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Donc, Atlanta spécifiquement, pourquoi? Bon, on avait déjà de l'achalandage en Floride et puis notre vendeur qui était déjà établi là, il était ouvert à la possibilité d'aller vendre en Géorgie, à Atlanta plus spécifiquement. Et puis, en 2009, bon, comme on a vu les chiffres tout à l'heure avec Eric, on voit que Atlanta est constamment en croissance. Même depuis 2009, même, il y avait quand même une croissance assez fulgurante dans cette région. Et on a voulu vendre dans ce marché-là qu'on n'avait pas encore exploré. Il y avait beaucoup de construction de condos et de commerces autour de Atlanta. Donc, c'était vraiment là qu'on voulait s'implanter. Aussi, Atlanta est un hub de commerce aux États-Unis. Hein. On reconnaît très bien que dans le sud-est, c'est le centre par où beaucoup des échanges se font. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, l'aéroport d'Atlanta est un des plus grands du sud-est américain. Et puis, il est très proche de tous les États. On peut toucher plusieurs États à partir de l'État de la Géorgie. Comme M. Marquis l'a bien dit tout à l'heure, il y a plusieurs États hein, qui sont touchés par la délégation. Bien, ils sont tout autour de l'État de la Géorgie spécifiquement. Donc, et puis, un autre avantage, c'était le port de Savannah en Géorgie, éventuellement, si on voulait faire un déploiement de notre production vers les Caraïbes ou le sud du continent américain, bien, ça aurait été un parfait endroit par où passer. Donc, ça aussi, ça avait été une considération. Passons donc à la prochaine diapositive. Donc, on a eu plusieurs étapes pour notre implantation. Mais se résume pas mal dans les 11 points qui sont ici. Je ne vais pas vous les lire toutes, mais je vais vous parler peut-être de certains éléments avec un peu plus de détails. Donc, évidemment, au départ, il y avait une étude de notre opportunité pour aller essayer de sauver des coûts de fabrication et de transport. Ça, c'était une étude qui était importante pour nous pour savoir combien on était capable d'aller sauver pour le client et comment positionner le prix de notre produit localement à Atlanta. Une des étapes qu'on a faites, c'était mon frère Dominique, qui est le directeur de production. Lui, il est allé à Atlanta voir la Chambre des commerces là-bas et ils ont fait la visite de plusieurs espaces d'entreposage. Hein, et puis, on lui a dit là-bas de s'incorporer au Delaware, car il y a des avantages de s'incorporer au Delaware par rapport à d'autres États américains. Il a ensuite signé un bail de location dans un des endroits d'entreposage qu'il avait visité. Ensuite, il a signé une couverture d'assurance pour cet endroit-là, pour cet entrepôt.
Et il a fait aussi la rencontre des candidats. En fait, ce qui était intéressant, c'était que le même agent d'immobilier qui nous a fait visiter les espaces d'entreposage était le même qui nous a un peu pisté pour trouver des agences de placement pour la main-d'œuvre. Et puis, c'est à travers ce lien-là qu'on a réussi à trouver notre responsable d'usine qui s'est occupé de l'usine d'assemblage à Atlanta. On a fait venir cet employé à Montréal pour sa formation. On a passé une semaine à lui montrer les différents produits, comment ils se sont faits et quelle machinerie il allait utiliser là-bas. Ensuite, on a tout envoyé notre marchandise et notre équipement là-bas, dans des trailers, là, des gros camions 53 pieds remplis de notre équipement, de notre produit, de nos composantes, pour qu'il puisse faire son travail là-bas. Et bon, bref, il y a d'autres choses qu'on a dû faire, évidemment, ouvrir des comptes avec des sous-traitants, des compagnies qui nous auront assisté dans nos activités. Et il a fallu monter aussi un système de comptabilité, la prise de commande. Tout ça, ça a été un ajustement à notre système actuel, évidemment. Quand on implante une compagnie aux États-Unis, il faut faire des transactions intercompagnies. Et donc, il a fallu partir un système pour l'autre compagnie et faire des factures entre les deux compagnies. Évidemment, le mouvement étant beaucoup plus de Montréal vers Atlanta, mais parfois, il y avait certaines transactions à faire dans le sens inverse. Sinon, il fallait définitivement, et ça c'est important à savoir, d'établir un prix de transfert pour la vente des produits. On n'a pas été contrôlé, mais de ce qu'on a compris, il est possible de se faire contrôler sur les prix de transfert entre les deux pays. Donc, il faut toujours prévoir un profit raisonnable entre l'instance canadienne versus l'instance américaine. Et donc, quand on vendait à notre autre compagnie qui s'appelait Air Vector Inc. À Atlanta, mais là, il fallait garder une marge. Passons ensuite à la prochaine diapositive. Donc là, quelles ressources nous auront aidés? On a eu l'équipe de XMO et de DSTL pour l'élaboration de notre plan de croissance à l'international. Ils sont venus chez nous 4 fois. On a fait l'analyse de notre stratégie de déploiement à l'international. On a soulevé plusieurs points. Ils ont un excellent service pour nous aider à établir le plan. Aussi, la Chambre de commerce à Atlanta a été fantastique pour nous aider à trouver l'entrepôt et nous pister avec l'agent d'immobilier qui nous a aidé à trouver non seulement l'entrepôt, mais le responsable d'usine. Ensuite, on a travaillé avec une compagnie. Là, ici, je liste, vous pouvez les lire, là, mais il y a une liste d'entités qui nous auront aidés dans différentes facettes de notre implantation à Atlanta, entre autres pour incorporer la compagnie aux États-Unis, pour les assurances, pour l'agence des employés en usine. On parle d'agence pour la paye. Ça, c'était fantastique. Paycheck spécifiquement. On avait même, tu sais, ici à Montréal, on fait notre payroll nous-mêmes, mais là-bas, il y avait juste à soumettre ses heures, puis il faisait tous les rapports pour nous au complet. C'était vraiment il n'y avait pas trop de casse-tête à ce niveau-là. Sinon, à part de ça, compagnie de transport avec qui on a travaillé, notre comptable, et puis surtout, très important, la compagnie avec laquelle on a dédouané les produits en provenance de Montréal pour aller vers les États-Unis. DHL, honnêtement, ils sont fantastiques. Marie-Christine Beauchamp, spécifiquement, elle nous a beaucoup aidé dans cette approche et on a un excellent prix pour chacune de nos transactions qui s'en vont vers les États-Unis à travers DHL, que je recommande fortement. On peut passer à la prochaine diapositive. Donc, quelle procédure d'exportation est-ce qu'on a choisi pour exporter? Bien, finalement, c'est pas mal la même chose que si on livre un produit directement à nos clients américains. C'est juste que là, tu la revends à toi-même aux États-Unis. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, il faut un prix de transfert. Et puis là, on l'avait établi à 15 % de profit. Encore une fois, on n'avait pas été contrôlé, mais si jamais il le fallait, on avait toutes les preuves pour expliquer le pourquoi. Ensuite,
il y a aussi eu des équipements qu'on a dû livrer du Canada. Ça, c'était un peu complexe parce que habituellement, quand on livre à nos clients aux États-Unis, on a une série de tarifs ou de codes de tarifs qu'on utilise pour exporter nos produits qui sont relatifs à nos produits. Mais quand on envoie de l'équipement, c'est toute une autre série de codes de tarifs et de dédouanement. Et c'était tout un travail pour détailler tous les items qui étaient dans les containers qu'on envoyait aux États-Unis pour implanter notre usine. Je veux dire, même les boulons qu'on a utilisés pour ancrer nos rackings au sol dans notre entrepôt, eux-mêmes devaient être identifiés et codés. On ne sait jamais s'ils ouvrent le container pour trouver des choses, il faut que chaque item soit listé. Donc, ça a été difficile. Même un marteau, un tournevis, il a fallu chercher tous les codes tarifaires pour chacun des petits éléments qui étaient dans le conteneur, qui a fait que ça a été tout un travail. Donc, il ne faut pas sous-estimer le travail qu'il faut pour envoyer des choses qu'on n'est pas habitué à envoyer aux États-Unis. C'est du travail de bras, là. Il faut vraiment se renseigner. Et soit dit en passant, DHL a été très, très bon pour nous aider à ce niveau-là. Il a fallu même qu'on ait un employé à Montréal qui soit dédié à cette tâche-là pour nous aider à faire nos déplacements de produits entre notre usine à Montréal et celle d'Atlanta au niveau du dédouanement spécifiquement. Donc, ça peut prendre un certain temps. Et aussi, ce qu'on a fait, c'est demander souvent des soumissions pour les meilleurs coûts de transport vers Atlanta. Le coût de transport étant un peu le nerf de la guerre dans notre marché, dans notre créneau à nous, dans notre marché. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Pourquoi? Donc, nous, en fait, on s'est implanté là-bas pendant 4 ans. Il a fallu qu'on se retire, malheureusement. Les ventes étaient trop faibles et on n'arrivait pas à justifier nos frais fixes, malheureusement. Le taux de change était retombé à parité. On voyait qu'il allait monter, mais finalement, il est redescendu. Il est resté là un peu trop longtemps. Un autre problème qu'on a vu, c'est que notre vendeur n'était pas assez proche du point de vente local. La Floride était un peu trop loin de la Géorgie. Ça paraît être proche sur une map, mais en fait, entre Atlanta et le sud de la Floride, c'est loin. Et un vendeur, pour se déplacer, il y met quand même beaucoup de temps. On avait peut-être un peu sous-estimé ça. Le vendeur lui-même avait de la misère à performer. Il faut être bien franc. On s'attendait à beaucoup plus de ventes. Malheureusement, il n'avait pas réussi à driver assez de ventes pour nous. C'était peut-être le choix du vendeur. On a travaillé avec qui on avait déjà et ce n'était peut-être pas la bonne idée. Il aurait peut-être fallu engager une autre ressource pour l'État de la Géorgie spécifiquement. La capacité à Montréal, malheureusement, était limitée. On s'est retrouvé à ne pas pouvoir fournir à temps nos composantes et ça crée beaucoup d'insatisfaction au niveau de la clientèle qui ne recevait pas son produit à temps. Parfois, on avait beaucoup de composantes, d'autres fois moins. Donc, il faut vraiment à l'amont travailler très fort pour s'assurer que la capacité elle soit assez bonne pour servir aux États-Unis. Je dirais que la clientèle québécoise, elle est beaucoup plus... elle pardonne beaucoup plus que la clientèle américaine. Les Américains sont beaucoup plus sévères quand vient le temps de retard. Ils ne les acceptent vraiment pas. Donc, il faut vraiment être à temps. Donc, ça, c'était un problème pour nous. Un autre problème, c'est que nos produits étaient plutôt limités. On a vraiment la vanille des produits de ventilation dans le domaine commercial. Mais il y a toutes les couleurs et toutes les saveurs que les autres compétiteurs offrent et que nous, on n'était pas capable d'offrir. Et un autre truc qui est très important à comprendre aux États-Unis, dans le marché spécifiquement des produits de construction, et quand on fonctionne avec des distributeurs, c'est les groupes d'achat. Les groupes d'achat sont très forts aux États-Unis et permettent aux clients d'avoir des gros avantages, surtout quand il y a plusieurs groupes de produits qui sont vendus ensemble. Les escomptes se combinent et font de telle sorte que le prix peut être grandement réduit. Et donc, nous voulant rentrer avec un bas prix, on se trouvait parfois nez à nez avec des prix qui étaient déjà très bas à cause des groupes d'achat. Et une autre chose qui nous a surpris un peu, c'est que les coûts de transport vers la Floride
ont finalement été équivalents avec notre stratégie que si on livrait directement de Montréal. Alors, voilà pour les raisons de pourquoi on a cessé là-bas. Les leçons qu'on en tire, c'est faire une solide étude de marché. Je pense que DESTL et la délégation du Québec à Atlanta peut beaucoup aider les compagnies à faire cette étude de marché. Je parlais avec Virginia tout à l'heure qui expliquait qu'eux-mêmes font de la prospection et démarrent les discussions avec les clients potentiels. Ils peuvent initier les rencontres. Je trouve ça très, très intéressant. On n'aurait pas bénéficié autant qu'on aurait dû dans le temps. Ensuite, assurer un bon approvisionnement avant de s'embarquer, ça c'est très important. La chaîne d'approvisionnement, c'est ce qui est le gage de notre service, hein? Alors, il nous le fallait. Il aurait fallu mieux le préparer. Engager un vendeur local compétent. Hein? Il faut local, très important. Pourquoi? Parce que les gens achètent vraiment des gens qui sont de la localité. Et puis, c'est plus rapide pour un vendeur de se déplacer quand il est sur les lieux que de devoir traverser un État au complet. Réaliser une étude complète des coûts de transport. Nous, on l'avait fait de façon sommaire avec quelques soumissions qui étaient de la bonne information, mais parfois, il faut aller plus en détail, aller plus loin pour aller chercher les détails exactement d'un code zip vers un autre. Ça aurait été important de le faire comme il faut. Ensuite, tester le marché en livrant en ville de Montréal. Ça, j'appelle ça un test, acid test. Il faut atteindre une masse critique avant de s'implanter. Je trouve que c'est important de le considérer. Mettre en voie rapide votre production pour livrer à Atlanta. Et puis, en voie rapide pour livrer aux États-Unis et voir si on peut générer assez d'intérêt aux États-Unis pour créer une masse critique, après quoi, savoir qu'on peut justifier nos coûts fixes là-bas et ensuite s'implanter. En fait, s'implanter à Atlanta n'a pas été vraiment si difficile que ça. Ça a été des étapes qui se sont suivies, qui ont très bien été, mais c'était d'opérer à distance qui était un peu difficile. Hein? Ça demandait une gestion serrée. Puis, je dirais que le plus difficile, c'est de se préparer et non pas d'agir. Agir, c'est relativement simple. Et finalement, évidemment, le clou de la présentation, c'est de travailler plus étroitement avec l'équipe Exmo de DESTL et d'autres organismes d'accompagnement à l'exportation. Ça, c'est vraiment très important. Ils sont là pour nous et puis il faut s'en servir définitivement. Alors, merci pour l'opportunité de vous présenter mon expérience et l'expérience de AirVector dans son implantation à Atlanta et aux États-Unis. Merci beaucoup, Alexandre, pour votre témoignage. Et comme vous l'avez bien mentionné, il y a des ressources qui sont à disposition pour les entreprises pour les aider dans leur développement international, et notamment Export Montréal-Ouest. Donc, nous avons plusieurs mandats pour les entreprises, notamment la recherche de fournisseurs, la recherche de distributeurs, mais aussi pour les demandes de financement PEX et CanExport. Sachez que nous sommes un organisme à but non lucratif et donc notre mission principale est d'aider les entrepreneurs dans leur démarche à l'international. Je tenais aussi à remercier nos commanditaires, donc le gouvernement du Québec, Développement économique Canada et EDC, pour leur soutien. Donc maintenant, on va passer à la période de questions-réponses. Il y en a déjà qui ont été posées dans l'outil de chat et Johan, vous avez déjà répondu à une question. Il y avait une deuxième question qui a été posée par Lydia. C'est comment qualifier la différence du marché entre le sud-ouest et le reste des États-Unis? Je ne sais pas qui veut répondre à la question. Ça dépend forcément toujours des industries. Là. Il y a si on prend, je le disais un peu dans ce que j'ai envoyé là sur la raison du déplacement manufacturier, les industries par exemple. Si vous êtes lié à l'automobile, vous allez avoir affaire dans le sud-est à beaucoup de constructeurs européens en fait, et asiatiques. Alors les mentalités ne sont pas forcément les mêmes que des clients avec lesquels vous pourriez traiter dans le Midwest, qui sont des constructeurs américains qui sont développés aux États-Unis. Les systèmes d'achat ne vont pas être les mêmes. Il va sans doute y avoir à traiter avec le siège en Europe ou en Asie
également. Donc, dans le domaine automobile, c'est souvent le cas. Et les fournisseurs, il y a certains constructeurs asiatiques notamment qui aiment travailler aussi avec des fournisseurs de rang 1, voire de rang 2, qui viennent d'Asie également, par exemple. Les Coréens donc c'est des clients qui sont parfois plus difficiles à percer parce qu'ils ont des habitudes qui fonctionnent pour eux, mais qui ont des habitudes qui ne sont pas forcément simples pour des fournisseurs québécois. Après, dans l'aéronautique, par exemple, c'est peut-être moins vrai parce que c'était un monde en fait où la chaîne était déjà plus intégrée là. Et puis il y a des gros joueurs qui sont américains et qui sont dans notre zone géographique, tels que Gulfstream. Et par exemple Gulfstream, bon, c'est des gens qui viennent aussi du monde militaire, donc il y a toujours aussi une réticence à ouvrir. Et ils ont un système qui a bien fonctionné. C'est un très beau produit qui fonctionne très bien, mais ils ont aussi une mentalité ils ont plus de mal, j'allais dire, à s'ouvrir vers des fournisseurs qui viennent d'ailleurs, même ailleurs de la région sud-est des États-Unis. Donc, et ça vraiment, ça dépend d'une industrie à l'autre. Merci beaucoup, Johan. Une autre question de Charles. Comment entreprendre des nouveaux contacts d'affaires et recruter de nouveaux clients en l'absence de voyage et de fort commercial à cause du Covid, bien entendu. Et moi, je peux répondre pour mes secteurs. Alors, on fait beaucoup de recherches par courriel, beaucoup de recherches par l'Internet. On trouve des clients, on a déjà une bonne base de données pour nos secteurs. Et quand une compagnie souhaite rencontrer un certain type de client, on envoie le profil de l'acheteur à la compagnie québécoise. Et si ça l'intéresse, on approche l'acheteur avec le profil de l'entreprise québécoise. Et si ça l'intéresse, j'organise une présentation virtuelle. Et puis, c'est intéressant parce que je peux participer, mais un peu incognito, pour qu'il ne soit pas entouré de bureaucrates. Et puis, on vient de faire ça cette semaine et la semaine dernière. Et c'était vraiment une bonne façon parce que les gens n'ont pas besoin de se déplacer. Ils sont dans leur propre bureau. Ils peuvent parler plus longuement et puis ils peuvent rétablir un autre temps pour aller plus loin. Donc, d'une certaine manière, c'est plus facile. Les acheteurs sont peut-être plus disponibles parce qu'ils restent chez eux. Donc, ce n'est pas la même chose que les rencontres personnelles, mais c'est faisable avec Teams ou Zoom. C'est plus facile avec les compagnies individuelles que par des groupes. Moi, je trouve que c'est mieux face à face, une compagnie à la fois. Mais il faut avoir déjà établi l'intérêt des deux partenaires. Parfait. Merci beaucoup, Virginia. Une question pour Alexandre. Est-ce que c'est de la part de Lydia? Comment vont les ventes maintenant en Géorgie? Bon, alors effectivement, ça va bien. On travaille évidemment maintenant à partir de Montréal. On a engagé, il y a de cela 2 ans, des agents à commission. C'est un groupe, en fait, ils ont une douzaine de vendeurs qui vont opérer dans les différents États qui sont dans la zone du sud-est des États-Unis. Et puis, eux, bon, actuellement, avec notre produit, ils y vendent tranquillement. Ils ouvrent un petit compte à la fois, mais on attend d'avoir une masse critique dans notre vente pour éventuellement considérer retourner à Atlanta. Donc, on travaille à travers eux. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'eux, ils prennent une commission, c'est-à-dire ils vont prendre 5% de commission sur nos ventes pour ouvrir le marché. Et puis, ce ne sont pas nos employés. Ils font ça comme ça, à commission. Ils ont déjà plusieurs autres lignes de produits qui les représentent auprès des distributeurs, auprès ce qu'on appelle des agents manufacturiers. Et puis, quand ils closent un compte, toutes les ventes qu'on fait, on
les enregistre dans notre système et puis on leur verse une commission sur ces ventes-là. Alors, ça avance bien et puis on a hâte à une prochaine ouverture de notre usine d'assemblage à Atlanta. Super, merci beaucoup. Je ne pense pas qu'on ait d'autres questions. Je voulais tous vous remercier pour votre participation à ce webinaire. C'est vraiment, encore une fois, enrichissant. Notre prochain webinaire, c'est le 20, je ne vois pas la date, le 17 novembre prochain, et on va s'intéresser à l'Ouest canadien et l'Ontario notamment. On va avoir la chance, encore une fois, d'avoir des participants de marque, notamment Catherine Tadros, chef de poste du bureau du Québec à Toronto, ainsi que Annie Swanes, directeur affaires économiques du bureau du Québec à Toronto. Donc, encore une fois, merci à tous pour votre participation et donc j'espère vous revoir au prochain webinaire.